mais pour pouvoir garder l'horaire, on va débuter dès maintenant. Alors, je me présente, mon nom est Daniel Robert, je suis directeur du Bureau de l'arpenteur général du Québec, au secteur foncier Québec du ministère des Ressources naturelles et de la faune. Notre première présentation cet après-midi est une présentation de M. David Bélanger, qui va porter sur la stratégie d'altimétrie nationale vers un environnement ouvert. Alors, M. Bélanger détient un baccalauréat en sciences géomatiques de l'Université Laval. Il travaille au Centre d'information topographique de Sherbrooke depuis 1999. Il a été impliqué dans plusieurs projets reliés à l'acquisition et à la distribution de données géospatiales pour Géobase. Il a notamment été l'un des concepteurs du système de production des ortho-images Landsat et du système de production du réseau hydro-national. Depuis l'automne 2010, il travaille à la conception et à la réalisation de la stratégie d'altimétrie nationale. Alors, M. Bélanger, la parole est à vous. Merci. Pour changer les diapositives, c'est ça? Oui. Okay. Donc, merci d'être venu en si grand nombre. La salle est pleine. Ça veut dire que probablement que vous avez de l'intérêt pour les données d'élévation. Pour ceux qui ne connaissent pas, je travaille du centre d'information. Ça va? Un petit peu plus fort? D'accord, je vais utiliser ma grosse voix. Pour ceux qui ne connaissent pas au centre d'information topographique, nous, on est responsable de la représentation numérique topographique du Canada. Donc, on est situé à Sherbrooke. Puis, le projet que je vais vous présenter ici, c'est la stratégie nationale en données d'altimétrie, donc plutôt la stratégie d'altimétrie nationale, qui est issue d'une stratégie un peu plus large qui vise à moderniser les processus, les produits, les services cartographiques au niveau de la géomatique à Ressources naturelles Canada, pour tirer profit de tout ce qui s'est fait en géomatique au cours des dernières années au niveau des technologies. Un problème de... C'est pas grave. OK, si on regarde le plan de la présentation aujourd'hui, je vais commencer par vous expliquer la situation actuelle, parce qu'il existe aujourd'hui une couche nationale de données d'élévation au Canada, une couche qui est extrêmement populaire, qui s'appelle le DNEC, les données numériques d'élévation du Canada. Je vais vous parler des objectifs de la stratégie nationale en données d'altimétrie. On va voir aussi le nouvel environnement qui est suggéré. On va parler de prototypage pour implanter ce nouvel environnement. Puis, je vais conclure brièvement. En passant ici, l'image que vous voyez à l'écran, c'est une image qui a été générée à partir des données d'élévation du Canada avec l'imagerie SPOT. Toutes les données sont disponibles gratuitement sur Géobase. Donc, la situation actuelle pour les données d'élévation, les données sont disponibles gratuitement sur Géobase, vous êtes sûrement au courant. Le petit graphique que vous voyez à l'écran, en bleu, ce que vous voyez, c'est les téléchargements de l'année dernière. Donc, c'est de loin le produit le plus populaire de Géobase. On parle d'un nombre de téléchargements de 890 000, ce qui est assez grand. Donc, les données, ils servent dans toutes sortes de domaines, principalement pour déterminer des zones de bassin versant, pour trouver des zones d'emplacement optimales pour des tours de télécommunications, puis pour créer des paysages virtuels. C'est seulement quelques exemples d'utilisation qu'on peut voir sur le site de Géobase. Donc, si on examine les spécifications très brièvement du produit, donc les données, c'est des fichiers sur disque découpés selon le système national de référence cartographique. Les données sont en coordonnées géographiques. En NAD83, on utilise le datum vertical 1928. C'est un format assez similaire à celui des Américains USGS DTED. Puis, c'est une provenance fédérale provinciale. C'est un projet Géobase, donc différents paliers gouvernementaux collaborent ensemble pour créer la donnée. Les données sont principalement issues des données, des courbes de niveau et de l'hydrographie. Donc, par interpolation, on a généré des modèles numériques d'élévation. Il y a deux couvertures disponibles. Une première à 250 000 qui couvre tout le pays. Puis une autre aux 50 000 qui est plus précise en altimétrie, en planimétrie, mais aussi au niveau de la résolution. Donc on parle ici d'un pixel de 0,75 secondes d'arc qui correspond à peu près à 20 mètres, dépendamment de la latitude. Donc le graphique que vous voyez ici, c'est la couverture actuelle en données 50 000.
En vert, c'est les données qui sont disponibles aujourd'hui. On voit en jaune, dans l'extrême nord, la production qui se fait actuellement au centre pour compléter la donnée, en fait, pour compléter une partie de la donnée. Puis en rouge, on a aussi quelques données qui sont manquantes, mais on a aujourd'hui un projet sur la table pour aller compléter ces données-là. Donc le DNEC, en résumé, c'est un bon produit. Par contre, il est assez contraignant au niveau du découpage, contraignant au niveau du système de coordonnées, de la résolution. Puis, on note aussi quelques incohérences, là. Entre autres, l'incohérence la plus populaire, si vous connaissez un peu le DNEC, on a des problèmes entre les tuiles SNRC. Donc, des problèmes d'intégration avec les évaluations entre les tuiles SNRC. Donc, le but de la stratégie, c'est de répondre aux besoins en données d'élévation de nos utilisateurs. Des besoins qui évoluent, bien sûr, en fournissant des données d'élévation personnalisées, mais aussi des produits et des services sur le relief du Canada. Donc, comment maintenant on va y parvenir? Il y a 4 moyens. On s'implique directement dans des projets pilotes pour bien comprendre les exigences pour bâtir un système. Parce que nous, on a un peu la page blanche. On crée un système à partir de zéro, à partir des besoins. On évalue les besoins, puis on détermine ce qu'on a besoin pour faire un système. Donc aussi, on a créé une communauté d'utilisateurs qui va prendre de l'expansion au cours des prochaines années. Le but ici, c'est de déterminer les besoins, puis de déterminer les priorités avec les utilisateurs. On veut aussi améliorer la situation existante, donc l'élévation existante. Je vous ai parlé des problèmes d'intégration entre les tuiles SNRC. On veut essayer de régler ça le plus automatiquement possible. Puis, ce que vous voyez en caractère gras, c'est ça sur quoi je vais mettre de l'emphase dans les prochaines diapositives. C'est la création vraiment d'un nouvel environnement ouvert pour emmagasiner, gérer les élévations, puis générer des produits qui sont plus personnalisés, qui répondent mieux aux besoins. Donc, c'est dommage ici qu'on perde un petit peu le graphique. Il n'y a pas rien qu'on peut faire. Non? OK, alors, ici, ce que vous voyez, au centre, c'est le système. Donc, ce qu'on veut être en mesure de faire, c'est de pouvoir stocker plusieurs types de données. On a bien sûr le DNEC qui existe aujourd'hui qu'on voudrait recevoir et gérer, mais on a aussi plusieurs autres données. Par exemple, le LIDAR. On voudrait être en mesure de stocker du LIDAR. Le défi pour stocker du LIDAR, c'est que la résolution, c'est un nuage de points, donc c'est très très lourd, très très volumineux. Donc on est en train de développer une méthodologie pour pouvoir stocker du LIDAR puis pouvoir aussi le requêter. D'autres sortes de données aussi qu'on veut être en mesure de stocker. Par exemple, ici c'est un exemple du Tandem X, c'est un satellite allemand qui offrira bientôt une couverture mondiale. On va être en mesure de stocker ce genre d'informations-là dans la base de données. On a aussi les données SRTM, puis d'autres sortes de données comme les courbes de niveau qu'on veut stocker dans la base de données. Puis, on veut générer des produits personnalisés, des produits et services pour répondre aux utilisateurs qui sont dans différents champs d'activité, différents secteurs d'activité. Ici, vous voyez un exemple, un service WPS en haut, qui pourrait qui pourrait donner l'élévation minimum, maximum et moyenne pour un territoire qui serait fourni pour l'utilisateur. Les services WMS qui permettent de visualiser la cartographie, visualiser les modèles numériques d'élévation sous forme d'images. On a différents... Merci beaucoup. On a différents aussi MNE qu'on veut générer, où le découpage, la résolution, le format, la projection vont pouvoir être personnalisés. Puis, on a une série de produits qui vont être dérivés des modèles numériques d'élévation. Des cartes ombrées, des cartes relief colorées, des aspects, ça c'est l'azimut auquel la pente fait face. Des cartes de pente. On a une série de produits dérivés des modèles numériques d'élévation pour répondre mieux aux clients qui peuvent être dans le secteur de l'hydrologie, pour prévenir les inondations, qui peuvent être... On s'est impliqué, d'ailleurs, je vous mentionnais qu'on s'était impliqué dans des projets pilotes. Bien, actuellement, cette année, on s'est impliqué dans 2 projets, dont un qui est l'évaluation du potentiel d'énergie solaire au Canada. Nous, on s'est impliqué parce que pour déterminer s'ils ont un potentiel d'énergie solaire, ils ont besoin de connaître les pentes pour éliminer les zones qui sont situées près de fortes pentes, selon l'angle de la pente par rapport au Soleil. Puis en géologie, on s'est impliqué aussi pour détecter des structures géologiques.
Donc si maintenant on s'attarde au système, on peut voir plusieurs composantes au système qu'on veut implanter. D'abord, une application qui permet d'entrer les données selon notre modèle de gestion. Une composante pour contrôler la qualité, pour s'assurer que nos données respectent les spécifications. On a trois bases de données dans notre entrepôt, donc la BD de gestion, les métadonnées, puis la BD de distribution. Conceptuellement, c'est 3 BD, mais physiquement, les métadonnées vont être très près des données de gestion. Puis, on a, ce que je vous parlais tantôt, un système de correction des données automatique qui permet de corriger des problèmes d'intégration entre nos différents jeux de données. Puis, un dernier sous-système qui est l'application qui permet de générer des produits et des services. Fait que ça, c'est le modèle, si on veut, très, très conceptuel. Pour nous, les avantages de gérer des données d'élévation dans une base de données, d'abord, ça permet d'avoir un seul environnement. Parce qu'au centre, on a beaucoup de données vectorielles. Données matricielles. Si on partage tous le même environnement, on va pouvoir aussi partager notre système de gestion des métadonnées, pouvoir partager notre gestion de suivi de production. L'interaction entre les données est intéressante aussi, on va le voir un petit peu plus loin. Faire de l'interaction entre nos données matricielles et nos données vectorielles, très utile lorsqu'on veut développer des services web. Donc maintenant, notre BD de gestion. BD de gestion où on veut stocker des données irrégulières comme des données matricielles, et des données irrégulières comme des points, ou si vous préférez, même des nuages de points comme le LIDAR. Donc c'est une donnée fortement normalisée pour éviter la redondance. Le but, c'est de stocker la donnée le plus près de la source possible, pour ne pas dégrader la donnée à la base, donc garder une bonne base. Et la BD de distribution qui est alimentée par la BD de gestion. Donc ici, en distribution, la redondance est permise ici. L'objectif de la BD distribution, c'est d'optimiser les temps de traitement. On veut une BD très, très optimale pour répondre aux requêtes. Donc ici, ce qu'on voit, c'est des vues multiples. Puis, par exemple, un jeu de données MNE pourrait être représenté aussi par une carte de pente, par une carte colorée. Puis on pourrait avoir des vues généralisées de chaque jeu de données pour optimiser le temps de réponse. En fonction de la requête, de l'étendue de la requête, on pourrait aiguiller sur la bonne vue. Si on parle maintenant d'implantation, prototype, on a utilisé on voit dans les bases de données qu'il y a 2 types qu'on veut implanter, le type point, ou nuage de points, disons, et le type raster. Pour nos prototypes, on a implanté le type point, on a fait un développement maison qui s'appelle GeoH-Tree dans PostgreSQL. PostgreSQL, si vous connaissez le produit, c'est une base de données open source. Merci. Puis, on a utilisé aussi PostGIS Raster pour implanter le type raster dans la base de données. Donc, si je ne rentrais pas, je vais passer très, très vite là-dessus. GeoH-Tree, un développement maison, mais c'est basé sur un encodage du domaine public qu'on appelle le GeoH. Je ne veux pas rentrer dans le détail de l'algorithme. Vous pouvez voir la documentation sur Wikipédia, c'est très bien documenté. Mais en gros, ça permet d'encoder une latitude-longitude, donc un point, sous une chaîne de caractères. Donc, on voit le monde en cadran, si on veut. On divise le monde en quad tree. Puis ça permet de stocker le point en attribut, dans un attribut chaîne de caractères. Le gros avantage de cet encodage-là, c'est que c'est aussi un index spatial. Donc, on n'a pas besoin d'indexer la donnée, elle l'est de façon automatique. Plus le préfixe du code GeoH se ressemble, plus ils sont proches spatialement. Très intéressant quand on veut faire des requêtes de voisinage entre les points. Par exemple, ici, j'ai un code GeoH dans lequel j'ai enlevé 4 caractères. Mais en enlevant les 4 caractères, on enlève un peu de précision au niveau de décimales. On enlève 3 décimales. Donc, plus le code GeoH est long, plus il va être précis. Puis évidemment, ça requiert plus d'espace qu'un raster, mais au niveau des nuages de points, c'est optimisé. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une structure en arbre. Parce que si on examine les codes de GeoH, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les préfixes sont les mêmes. Alors, pour ne pas répéter les préfixes, on crée un parent, qui est les 3 premières lettres, auquel on va créer des enfants correspondant à la suite de la chaîne de caractères.
Donc ici, on optimise en évitant la redondance. Pour aller plus loin, si les enfants ont les mêmes attributs ici, ce que vous voyez dans le bas, c'est les élévations. Donc si les enfants ont les mêmes attributs, on peut remonter les attributs au niveau du parent. Donc encore une fois, on sauve de l'espace. On est donc passé de 82 MB à 7 MB pour un jeu donné d'à peu près 1 million de points. Ce qui est quand même considérable. Donc on pense que c'est une bonne solution. Évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais on a des implantations en C, on a implanté ça dans la base de données. Donc si vous voulez plus d'informations, ben, je suis bien disponible à en parler avec vous. D'ailleurs, on a un kiosque. On pense que c'est une bonne solution pour régler le problème du stockage LIDAR et être capable de le requêter. L'autre type qu'on a implanté, ben en fait on ne l'a pas implanté, on l'utilise, disons, c'est le PostGIS Raster, un nouveau type raster qui est disponible dans la version 2. Qui va être disponible dans le release 2.0 de PostGIS. Donc ça permet de partager le même environnement que les données vectorielles. Donc c'est un type qui est très très similaire au type géométrie, que vous connaissez peut-être dans PostGIS, puis qui a été implanté avec la même philosophie. Donc les découpages sont, au lieu de gérer les découpages dans un index à part pour toutes les rasters, bien, les découpages sont gérés directement avec les données. Une table correspond à une couverture matricielle. Par exemple, ici dans le prototype, une table, c'est la couverture canadienne en données d'élévation DNEC. Puis chaque ligne représente une tuile SNR, dans notre cas ici c'est un SNRC du DNEC. Ça permet aussi de générer des vues, on appelle ça des overviews, des vues généralisées de la donnée de base. Donc, encore une fois, très utile lorsqu'on veut implanter des services web. On peut aiguiller à la bonne résolution, dépendamment de la couverture de la requête spatiale. Donc, ça optimise grandement les temps de traitement. Un des grands avantages à utiliser PostGIS Raster, c'est sa capacité d'effectuer des analyses de données. Donc, de combiner dans une requête SQL du vecteur et du matriciel. Ici, j'ai un exemple. Avec une simple requête SQL, je suis capable de trouver la moyenne de l'élévation, l'élévation minimum et l'élévation maximum dans une zone de tampon, à partir d'un point. Donc ici, cette requête-là, la requête dans le milieu que vous voyez, bien, ça permet de faire ça. Pour aller encore plus loin, en fonction de l'étendue de mon buffer, je pourrais aller chercher une vue généralisée pour optimiser mes temps de traitement. Donc, de la couche de base à 0.75 secondes d'arc, je suis passé de 1 minute 39 à 2 secondes avec ma plus basse résolution. Donc, ici, si on regarde les précisions, on se rend compte qu'il n'y a pas une grande perte de précision. Donc, pour optimiser les temps de traitement, on peut utiliser les vues, mais en considérant qu'il y a une petite perte de précision. L'outil externe qui nous permet d'extraire la donnée de PostGIS Raster, c'est GEDAL, qui est une librairie open source. Donc, je vais passer rapidement. GEDAL permet de faire des mosaïques à la volée. Donc, très pratique pour créer des produits flexibles au niveau de la projection, de la résolution, du découpage et du format. Donc, GEDAL, en passant une requête sous forme d'un where clause, va permettre d'aller mosaïquer la donnée. Donc, comment ça fonctionne? GEDAL Translate envoie la requête à la BD PostGIS. Ici, tous les fichiers qui commencent par 31H vont être sélectionnés, vont être retournés à GEDAL. GEDAL va mosaïquer les fichiers à la volée, puis il va créer le produit. On peut faire la même chose avec une requête spatiale. Ici, je vais trouver tous les jeux. Ici, l'objectif, c'est de générer un MNE par bassin versant. Donc ici, je vais trouver tous les jeux de données qui touchent à mon bassin versant. Puis, GEDAL va éliminer les pixels à l'extérieur de mon bassin versant. Ça donne des produits très rapides. Si en 18 secondes, j'obtiens un bassin versant à la résolution originale de mon DNEC. On a aussi la librairie GEDAL DEM qui existe, qui fait partie de GEDAL depuis 2009, qui permet de générer de façon très rapide des produits dérivés des modèles numériques d'élévation. Avec une simple connexion directement à la BD PostGIS, je peux donc créer en 2 secondes une carte de pente où chaque pixel représente la pente en pourcentage. Je peux créer des MNE colorés, ombrés, des aspects, toutes sortes de produits comme ça. D'autres exemples de produits ici. Un bassin versant coloré et ombré sur lequel on a brûlé le réseau hydro national. Tout ça en 24 secondes. J'ai même créé un produit de la province du Québec en 6 minutes. La résolution, par contre, a une résolution inférieure à 6 secondes d'arc, qui correspond à peu près à 120 mètres de la résolution du pixel.
Donc, en conclusion, on l'a vu statistiquement, les données d'élévation sont les données les populaires de l'infrastructure canadienne de données géospatiales. Les technologies d'acquisition sont nombreuses, de plus en plus accessibles. On n'a qu'à penser au LIDAR, il y a de plus en plus de personnes qui créent du LIDAR. Donc, on doit se préparer à recevoir ce type de données-là. Le projet va se concentrer sur 3 facettes. D'abord, le système plus flexible que je viens de vous parler pour recevoir, gérer, corriger les données d'élévation qui comprennent le LIDAR. La création d'un système pour créer des produits personnalisés et des services à la volée pour mieux répondre aux besoins. La correction des données existantes. On a une bonne base. Maintenant, il faut la corriger. Il faut corriger les incohérences entre les jeux de données de façon automatique. On a déjà des idées en tête comment implanter ce genre de correction-là. Puis, on travaille par itération. Donc, on travaille avec les utilisateurs directement. Donc, on s'assure qu'à chaque itération, les priorités puis les éléments à développer, c'est la communauté qui nous dit quoi le faire, qu'est-ce qu'ils veulent et aussi les délais. Puis l'objectif, c'est évidemment de maximiser les retombées pour que nos données soient directement utilisables lorsqu'on termine une itération. Merci beaucoup, M. Bélanger. Pardon. On a peut-être le temps pour 1-2 questions maximum. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors sinon, je vous remercie beaucoup, M. Bélanger, pour cette très intéressante et très complète présentation. J'aimerais savoir si Michel Marcoux est dans la salle.